Madame, Monsieur, bonjour, très bon réveil à vous. Dans vos maisons, ce matin, dans votre matinale, on s'intéresse à une question essentielle dans un contexte de nouvelles dynamiques institutionnelles. Quelle attente pour le secteur privé béninois après l'investiture du nouveau président de la République? Derrière cette interrogation se cachent plusieurs défis majeurs: la confiance des investisseurs, l'environnement des affaires, l'emploi des jeunes, la compétitivité des entreprises et la place du Bénin dans l'économie régionale. Et pour en parler, je serai avec Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Ensuite, toujours dans votre matinale ce jeudi, nous célébrons l'excellence béninoise à travers le parcours inspirant de Maryse Rose Laleye, distinguée dans le rang de l'Ordre national du Bénin, une reconnaissance qui honore non seulement une carrière sportive, mais aussi les valeurs de discipline, de persévérance et de dépassement de soi. Elle nous fait l'honneur de sa présence ce matin. Et puis, dans notre forum, nous reviendrons sur le parcours d'une institution au cœur de notre démocratie, la Commission électorale nationale autonome Sénat. À l'heure du bilan, que retenir du passage de Sakalafia et de son équipe? La Sénat a-t-elle renforcé la confiance électorale? Quel acquis, quelle insuffisance et surtout quel défi pour l'avenir du système électoral béninois? Vous aurez la une des quotidiens parus ce jeudi matin, mais aussi le bulletin d'information avec le grand retour d'Ingrid Day. Ensuite, l'actualité sur le net avec Florence Bossard, mais surtout la revue de presse vraiment qui viendra conclure la matinale de ce jeudi. Voilà pour vous le menu de votre matinale. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On va suivre à présent la une des quotidiens parus ce jeudi matin. Et puis, avant de partager avec vous la une des quotidiens parus ce jeudi matin, qu'est-ce que la météo nous donne dans notre journée? Ce jeudi matin, en tout cas, la météo annonce des orages éparses, 31 degrés, précipitations 35%, humidité 118%, avec un vent de 16 km par heure. Allez, on va à présent commencer la une des quotidiens par le quotidien Fraternité. À quelques jours de la fin de mandat du président Patrice Talon, le grand oral de Wilfried Rongbedi. Hommage à Patrice Talon, terrorisme en recul, le Sénat imminent, raison de l'investiture délocalisée de Wadaï, avenir institutionnel, un bilan et éclairage des enjeux de l'après Patrice Talon. Tout ceci était au menu de cette conférence de presse donnée par le porte-parole du gouvernement. C'était le mercredi. Gouvernance démocratique sous Wadaï, consolider une expérience à la béninoise, un État modernisé, plus proche des citoyens. Et puis, groupe A du Mondial 2026, quatre nations, quatre histoires différentes pour une même ambition, œuvre d'art et passé colonial, le grand retour aux sources, une réflexion de Eric Topona à lire dans les colonnes de votre quotidien. On va retrouver décryptage info, bilan 2026-2033. Talon rassure sur la vision et les compétences de Romien de Ouadani. Gestion des déchets au Bénin, la CEDEAO offre des équipements de salubrité à la SGDS. SA, coopération éducative à Abomey, le CG1 Abomey, doté de 13 salles rénovées et 90 tables. Bon, médias et gouvernance publique au Bénin, la HAC renforce les capacités des journalistes sur la redevabilité. La boussole à présent. Conférence de presse gouvernementale, Rongbedi défend l'impressionnant bilan des 10 ans de Patrice Talon. À quelques jours de la fin du second mandat du président Patrice Talon, le gouvernement béninois poursuit la défense du bilan de la gouvernance de la rupture ce mercredi 20 mai 2026 lors d'une conférence de presse tenue justement au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbedi, a salué les nombreuses réalisations enregistrées sous le régime de Patrice Talon. Ensuite, soutien politique des Paraquois vers l'investiture à pied.
Une démonstration qui suscite malaise et critique. Transport interurbain au Bénin, une compagnie de transport confrontée à une crise de confiance. Insolite à Soava, il surprend son propre acte de décès. Allez, Infomatin, infrastructure, santé publique et secteur funéraire, l'ONG Bénin Diaspora Assistance félicite et formule plusieurs recommandations au maire Luc Yankadia et son équipe. Ensuite, après la présidentielle, le paysage politique entre en recomposition et interrogation, l'opposition dans un silence avant la tempête. L'informateur Wilfried Orléans Rongbedi à propos des dernières rumeurs, Monsieur Bokor se trouve en prison. Concernant les rumeurs sur une supposée libération clandestine de l'homme d'affaires Olivier Bokor, le porte-parole du gouvernement a été péremptoire. Monsieur Bokor se trouve en prison, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tout en évitant les auteurs des rumeurs à donner les preuves de leurs allégations. Licenciement à la SRTB, le gouvernement s'en lave les mains. Éliminatoire qu'en 2027, le Bénin dans le groupe F. Le routier vit cher au Bénin, l'aileron de dinde devient luxe pour de nombreux ménages, souligne le quotidien ce jeudi matin. Ensuite, nutrition infantile, le Bénin obtient plus de 50 millions de dollars du Shield Nutrition Fund. Supposée libération clandestine de Olivier Bokor, le gouvernement balaie les rumeurs et rassure. Pentecôte 2026 au Bénin, le lundi 25 mai, déclaré férié, chômé et payé. La guérite info investiture du président élu du Bénin, Wadani Talon, une similitude. Ensuite, un autre quotidien, le matinal, polémique sur sa situation carcérale. Olivier Bokor, toujours en prison. Le gouvernement met fin à la polémique. La forme de licenciement collectif à la SRTB déplorée par le porte-parole du gouvernement. Ensuite, le sort des prisonniers publics, politiques, en sursis. 9e conférence du rap d'épée. La PDP Bénin fortement représentée à Abidjan. Et puis désignation des chefs de quartier et de village au Bénin, le bloc républicain appelle ses militants au calme. Maté libre, Idrissou Bako, le Bénin a besoin de compétences, d'expérience et de dépassement politique. Investiture du 24 mai 2026. Wadani dans l'esprit de la sobriété. Campagne cardiovasculaire gratuite au Chic. Les inscriptions clôturées des populations sur le quai. Ensuite, au Bénin, manifestation traditionnelle empêchant la pluie. Commençait interdit. Glazoué brandit des amendes. Examens nationaux 2026 à Gouka, Bantais. Dr Raimi Sessinou offre des kits de révision aux candidats. Et puis à Parakou, justement après la tornade de dimanche dernier, la mairie au secours de l'EPP Madina A. L'emblème du jour, retransmission sur écran géant de la cérémonie d'investiture à Porte-Nouveau. L'association Fan Club Euro mobilise ses membres sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Plénière à l'Assemblée nationale ce jeudi, Djogbenou convoque les députés autour de 25 dossiers majeurs. Sort des éliminatoires de la CAN 2027 et les Guépards fixés sur leur adversaire. Cap sur le Burkina Faso, la Mauritanie et la Centrafrique. Dabarou, travaux de réhabilitation de classes décoiffées à Parakou. Le maire joint l'acte à la parole. Bilan de talent, investiture de Wadaï, médias détenus. Wilfried Rongbedi éclaire l'opinion publique. Parakou, atelier de formation de la justice climatique. Une vingtaine de journalistes mieux informés. Et puis on va finir avec, on est toujours avec notre quotidien, l'événement du jour, remise en liberté des hommes politiques. Wilfried Rongbedi réagit à une éventuelle grâce présidentielle. Retrait des titres de propriété, 100 personnes attendues
à l'AGE. Ensuite, premier septennat de l'ère démocratique béninoise, de nouvelles compétences au service du développement du Bénin. Ensuite, hommage à un homme d'État, au père, l'honorable Constant Naum salue sa rigueur et sa vision pour un Bénin révélé. On va finir fraternité à quelques jours de la fin de mandat du président Patrice Talon, le grand oral de Wilfrid Rombedi, hommage à Patrice Talon, terrorisme en recul, scénario imminent, raison de l'investiture délocalisée de Wadaïn, avenir institutionnel, en tout cas, bilan, éclairage des enjeux de l'après-Patrice Talon était au menu de cette conférence de presse. Gouvernance démocratique sous Wadaïn, consolider une expérience à la béninoise, un État modernisé plus proche des citoyens. Et puis, groupe A au mondial 2026, quatre nations, quatre histoires différentes pour une même ambition, une lecture à lire dans les colonnes de fraternité. Et puis cette réflexion de Eric Topona, œuvre d'art et passé colonial, le grand retour aux sources. Voilà pour vous la une des quotidiens parus ce jeudi matin. On va retrouver à présent Ingrid Day pour le bulletin d'information. Dans, dans le sommaire de votre bulletin d'information, le licenciement de 169 travailleurs de la SRTB, les prouesses et les performances réalisées par le président Patrice Talon sont en outre les sujets évoqués par le porte-parole du gouvernement ce mercredi 20 mai 2026. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a animée au ministère des Affaires étrangères. Vous l'entendrez sous peu. Ensuite, on fera également un tour dans le zoo à Abomey précisément, où se déroule une formation organisée au profit des professionnels des médias à l'initiative de la haute autorité, dont le devise de la communication, le rôle des médias dans la redevabilité des politiques publiques. C'est autour de ce thème que se déroule cette formation. Ingrid, bonjour. Eric, bonjour et bien bonjour à tous. Face à la presse ce mercredi 20 mai 2026, le porte-parole du gouvernement s'offre un dernier exercice d'échange avec les professionnels des médias sur les questions d'intérêt commun. Oui, Eric, au cours de cette conférence de presse, Wilfrid Lian Humbedi est revenu sur les performances réalisées par le président sortant, Patrice Talon, et confirme que l'homme a effectivement réalisé son vœu, celui d'être porté en triomphe à la fin de son mandat. On l'écoute au micro de Louis Kaba. C'est que conformément à son vœu, éliminer son premier mandat, il est porté en triomphe. J'aime à penser que s'il avait la possibilité, en quittant le palais de la Marina dimanche prochain, d'aller chez lui à pied, il n'arriverait pas à se frayer un chemin pour le faire. Et pourtant, au début, qui aurait imaginé, à part lui-même, dans son intime conviction, qu'il connaîtrait cette fin en apothéose? Ce n'était pas gagné d'avance. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. Au-delà des infrastructures gigantesques, et on peut le dire aussi, aujourd'hui on peut se permettre les superlatifs. Je pense que ça a été pharaonique. Maintenant, le successeur qui arrive dans 96 heures, il sait mieux que quiconque, pour avoir été un des artisans de la gouvernance Talon, du début jusqu'à la fin, il sait ce qui a été fait, il sait ce qui est en cours et il sait ce qu'il reste à faire. Donc, forcément, il sait aussi quelles sont les urgences par lesquelles il peut commencer son magistère. On reste avec le porte-parole du gouvernement qui revient ici sur les raisons de la prestation de serment du président Romuald Wadayi à Cotonou. Il explique qu'il s'agit d'un problème d'indisponibilité du stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau qui est actuellement en chantier. On l'écoute une fois encore. Le gouvernement a annoncé depuis le 15 octobre 2025 des travaux de réhabilitation du stade Charles de Gaulle à Porto-Novo. Charles de Gaulle en attendant le changement de nom. Et les travaux ont commencé. Les études y relatives ont pris un peu plus de temps que prévu.
Sinon, dans notre espoir, c'est que les travaux auraient été achevés pour que la cérémonie se tint à Porto Novo comme c'est de coutume. Il se trouve que le cas de force majeure qui se pose à nous, c'est que les travaux ont commencé avec retard et sont en cours. Objectivement, pour la qualité que vous nous prêtez en ce qui concerne notre discipline propre, mais la discipline collective aussi que nous avons imprimée au pays, nous n'aurions pas osé convier des milliers de Béninois sur un espace en chantier. Et c'est la raison pour laquelle, fort heureusement, comme les travaux de réhabilitation de l'esplanade du Palais des Congrès, eux, ont commencé plus tôt, ce n'est pas de même envergure que Porto Novo. Autrement, dans les mêmes délais, ça ne serait pas achevé. Mais ces travaux sont achevés et nous pouvons disposer d'une place non moins noble pour accueillir cette cérémonie. Nous regrettons simplement que les travaux à Charles de Gaulle ne permettent pas à la ville de Porto Novo de vivre cet événement comme elle en a déjà l'habitude. Mais ça n'est que partie remise pour dans 7 ans avec le président que nous élirons à cette occasion-là. Interrogé sur la situation qui prévoit actuellement à la SRTB avec le licenciement de 169 travailleurs, le porte-parole précise que le gouvernement n'est nullement impliqué dans cette situation, même s'il reconnaît que cela peut arriver dans la vie de toute entreprise. Wilfried Léandre Humbedi déplore tout de même le fait que de nombreux travailleurs aient été informés à la dernière minute suivante. Il me semble que la SRTB soit une société anonyme qui a des organes de direction, une direction générale, un conseil d'administration. Et je suis convaincu que ce sont vos meilleurs interlocuteurs pour vous expliquer pourquoi ils en sont arrivés à prendre cette décision. Après, je peux penser humainement, et le gouvernement également, qu'à partir du moment où ils ont planifié une telle décision, ils auraient gagné à faire savoir au personnel un peu avant pour préparer les uns et les autres à cette éventualité, parce que nous avons appris que les gens ont été pris au dépourvu, ils ont eu l'information au tout dernier moment. Humainement, je pense que c'est déplorable. Ils auraient pu être avertis avant, se préparer, y compris ceux qui ne sont pas concernés, pour que chacun sache que ça peut arriver à tout moment. Et puis, cela étant, ça fait partie quand même si ça n'est pas souhaitable, ça fait partie de la vie de toute entreprise. Ça peut arriver à un moment ou à un autre, pour diverses raisons. Et si les conditions sont remplies, les dirigeants ont à prendre courageusement la décision, mais ensuite à respecter les droits sociaux des personnes qui sont concernées. Les derniers réglages concernant le déroulement du programme de la cérémonie d'investiture du 24 mai prochain se passent bien sous le commandement du directeur du protocole d'État. Ce mardi, c'était la deuxième série des exercices de répétition liés à l'accueil et à l'installation, notamment du couple présidentiel Vigila Rodéon et Simon Holon pour les précisions. La finalisation des travaux du site devant accueillir la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République se fait simultanément avec les derniers réglages en ce qui concerne le déroulement du programme. Sous le contrôle du directeur du protocole d'État, les exercices de simulation se font pour ce qui est notamment de l'arrivée et de l'installation de la vice-présidente et son époux, puis de l'arrivée et de l'installation du président de la République et son épouse. La répétition concerne également la remise du drapeau de commandement au chef d'état-major des forces armées béninoises par le président de la République, une étape clé de cette investiture. Pour l'heure, nous en sommes à la deuxième répétition. Il se peut qu'il y en ait encore une dernière répétition avant le jour J. Et tout cela, c'est pour caler les billes de manière à ce que cela se passe sans couac. Selon des sources bien renseignées, cette cérémonie fort simple qui prend fin avec le retrait du président de la République ne devrait pas excéder 90 minutes.
On en vient maintenant à ce séminaire sur le rôle des médias dans la redevabilité des politiques publiques. Les assises organisées par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication se tiennent à Abomey. Le rendez-vous vise à renforcer les capacités des participants sur les mécanismes de redevabilité ainsi que les approches journalistiques susceptibles de favoriser une information crédible, équilibrée et utile aux citoyens. Imet Hélène Amonso pour le reportage. Le rendez-vous tient lieu de cadre de réflexion, mais aussi de renforcement de capacité. Initiative de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, ces assises regroupent les professionnels des médias venus de plusieurs contrées du pays. En plus de consolider leurs aptitudes, l'objectif de ce séminaire est aussi de les entretenir sur le mécanisme de redevabilité ainsi que les approches journalistiques susceptibles de favoriser une information crédible, équilibrée et utile aux citoyens. Lorsqu'on évoque le concept de redevabilité, ce concept prend toute sa place dans la promotion de la bonne gouvernance. Cela suppose que les journalistes doivent se préoccuper de ce thème désormais et pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'ils puissent posséder tous les outils nécessaires pour apprécier tout ce qui relève de ce domaine. Le programme Redevabilité fonde de grandes attentes sur cette collaboration avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au sortir de cet atelier, nous espérons une parfaite appropriation des concepts, la promotion d'un dialogue constructif, mais aussi la durabilité de l'engagement. Pour l'occasion, nombre de communications sont programmées et toutes axées sur le thème « Rôle des médias dans la redevabilité des politiques publiques ». Les échanges ponctués de divers travaux permettront aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances, mais également partager les expériences. Les médias contribuent à éclairer l'opinion publique, à favoriser le débat citoyen et à promouvoir une culture de responsabilité au sein de l'administration publique et des acteurs politiques. Le journaliste ne se limite donc plus à relayer l'information. Il devient également un acteur de veille citoyenne, un facilitateur du dialogue public et un promoteur de la bonne gouvernance. Fidèle à sa mission de promotion d'une presse professionnelle et responsable, la HAC, pour l'organisation de cet atelier, a bénéficié du soutien de la coopération suisse. La rencontre est prévue pour durer 3 jours. Et voilà, Eric, ce sera tout pour cette session d'information. Merci à vous, Ingrid Day, pour la présentation de ce bulletin d'information. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour d'autres informations à partager avec nos téléspectateurs. On va retrouver Candide, mais avant, on marque une pause, on vous revient. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière. Il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires.
Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Ce qu'on constate, malgré tous les efforts que les pays font pour améliorer le climat des affaires, que le nombre d'investisseurs américains privés est faible sur le continent. Le compact peut être un instrument, tel que nous venons de l'observer, pour améliorer l'attractivité. Le compact peut être un instrument pour promouvoir l'investissement privé dans nos pays. Parce que le développement ne peut pas venir durablement rien qu'avec les investissements dans les infrastructures, avec les investissements dans tout ce qui concerne les bases pour le développement. Mais pour qu'il soit réel, il faut effectivement que des investissements privés viennent sur ce continent. C'est le seul moyen de créer du développement réel durable. En briguant la fonction suprême, j'avais déjà fait le choix de l'action rigoureuse au lieu du populisme facile aux retombées politiques pourtant si souvent immédiates. Tous les efforts entrepris, ainsi que les sacrifices consentis, pourraient s'avérer vains si nous n'engageons pas résolument notre administration publique, les sociétés et offices d'État dans la voie de la bonne gouvernance. Celle-ci doit s'accompagner d'une lutte implacable contre
la corruption et l'impunité. C'est le lieu pour moi de réaffirmer mon engagement et ma détermination à mener ce combat sans état d'âme. Il est d'autant plus nécessaire que la corruption a atteint depuis de longues années maintenant un seuil insupportable et constitue un frein à l'essor économique de notre pays. Nous avons fait les réformes qu'il faut pour mettre le pays au travail sérieusement. La justice fonctionne bien, beaucoup mieux que par le passé, je dirais même très bien. La police, la sécurité. Et ce que nous avons fait aussi qui est remarquable, nous avons beaucoup assoupli les règles, la législation du travail. Je dirais même que nous avons dérégulé. On ne fera pas de grief du tout d'employer quelqu'un 2, 3, 4 fois avec des contrats à durée déterminée. Nous disons que l'entreprise a besoin de travailleurs sérieux, attachés à l'entreprise, et on s'attache en général à celui qui vous donne satisfaction. Je viens du secteur des entreprises. Je sais combien on peut faire des efforts pour augmenter, doubler les revenus d'un salarié quand il est bon. Donc, ce n'est pas la loi qui fait la relation entre l'entrepreneur et son employé. Ce n'est pas la loi. C'est une erreur que commettent les États en général en essayant d'organiser, de réguler, de structurer la relation entre l'entreprise et les employeurs, croyant que c'est une façon de rendre plus durable l'emploi. Ce n'est pas vrai. C'est précisément ce qui fonde ma foi, mieux ma certitude, que ce que nous réalisons ensemble et que tout le monde observe avec curiosité et admiration fera que le Bénin va davantage se révéler à lui-même et au reste du monde dans les années à venir. Cette renaissance de notre nation ne sera pas seulement pour satisfaire la gloire d'un instant. Elle soutiendra un formidable élan de bien-être collectif et individuel, durable, dont nous pouvons jouir ainsi que les générations à venir. Pour ce faire, notre engagement commun sera d'œuvrer à consolider la démocratie et les libertés, puis instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions. Ainsi, notre autre devise ne devrait-elle pas désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance? Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Mon souhait, en ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi, à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que, véritablement, je mérite d'être appelé à bon nom. Candide, bonjour. Avec vous, on parle sport, rien que sport. La troisième journée de la CAN U17 a connu son épilogue ce mercredi. Avec les 4 dernières confrontations à suivre dans le cadre de cette troisième et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se tient depuis quelques jours au Royaume chérifien pour ces 4 derniers matchs, notamment dans le groupe C. On a assisté hier à une victoire du Mali devant l'équipe de la Tanzanie qui offre donc le ticket d'accès aux jeunes aiglons donc du Mali pour l'étape des quarts de finale. Pendant ce temps, l'équipe du Mozambique a battu par le même score son homologue de l'Angola. Dans le groupe D, 2 victoires également enregistrées. Le Sénégal s'est imposé par 2-1 à son homologue de l'Algérie.
et le Ghana a battu par 3-1 l'équipe de l'Afrique du Sud. Après donc ces dernières confrontations entrant dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, les équipes directement qualifiées pour l'étape des quarts de finale sont connues. On a justement la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte et puis le Mali est directement qualifié pour l'étape des quarts de finale. On aura donc comme affiche en quart de finale Maroc, Cameroun, Sénégal, Mali et puis Tanzanie, Algérie, Côte d'Ivoire. Égypte et ces 8 pays directement qualifiés pour l'étape des quarts de finale sont aussi qualifiés pour le mondial de leur catégorie qui va se tenir dans les toutes prochaines semaines au Qatar. Et justement, comme ces 10 pays qui vont représenter le continent, il y aura des pays qui vont disputer les barrages pour les 2 dernières places encore en lice pour le continent. Il s'agit donc de l'Éthiopie, le Mozambique, l'Ouganda, le Ghana, la Tunisie, la RD Congo, l'Angola et l'Afrique du Sud sont directement éliminés de la compétition. Et donc les 4 pays qui ont terminé 3e des 4 groupes de cette étape de cette étape de la phase des groupes vont disputer les barrages pour les 2 places encore possibles pour le continent africain en prélude donc au mondial des moins de 17 ans. Allez, on va s'intéresser maintenant à une autre actualité, notamment à la fenêtre internationale du mois de juin 2026 qui pointe à l'horizon les listes qui ont commencé par pleuvoir à mardi. On a eu 3 à la liste donc du sélectionneur Guénot pour ce qui concerne le Bénin. Eh bien, il y a de cela quelques heures, on a assisté justement à la liste du Nigeria, la Super Eagles qui vont défier dans les tout prochains jours l'équipe de la Pologne et celle donc du Portugal en match amicaux internationaux. Et dans ce cadre, plusieurs joueurs sont convoqués au poste de gardien de but. On a justement Okoye, Maduka, Ouzou, Francis et puis à tour au concours. En défense, on a Oyemeyati Bruno de l'Olympiakos. En Grèce, Sanusu Zaidou du FC Porto, Ozaï Samuel Preit, Abassé Calvin Tinedou, Adjaï Olua Semiloko. On a également Fernandez Emmanuel et puis Ogbu Igor. En milieu de terrain, on a Iwobi Alexander Tukou et Onyeka Franck Ogokuchu et bien entendu Wilfred Ndidi, sans oublier Dele Bachiro Fisayo, Onyedika Raphaël Nadi Totuku et Youssouf Alassane. Et puis en attaque, les joueurs qui sont convoqués sont Ademola Loukman, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Oseni Owen, Onwa Chupol, Ako Adam, Victor Osimhen et puis Terra Murphy, convoqués pour donc défier dans les tout prochains jours la Pologne et le Portugal respectivement les 3 et 11 juin prochains. On va s'intéresser à une autre liste, mais celle-ci est pour le mondial de 2026 qui va s'ouvrir le 11 juin précisément dans quelques semaines. La liste de la République démocratique du Congo, dernière nation africaine à se qualifier donc pour cette compétition. On a parlé de cette liste hier. Eh bien, elle a été un tout petit peu modifiée au cours de la journée hier justement, après donc la blessure de Rocky Bouchiri qui a été convoqué pour le rendez-vous mondial, mais à cause de sa blessure contractée lors de son dernier match avec son club, il est donc forfait pour le mondial. Et en remplacement donc au joueur, comme le voyez déjà à l'image, c'est le joueur Aaron Tibola, joueur donc de Kilmarnock FC qui est appelé en remplacement donc au joueur et qui va donc disputer la Coupe du Monde de 2026. On va rester avec la FECOFA pour parler de l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, le Congolais Véron Mosango Omba, qui est élu président de la Fédération congolaise de football, unique candidat à la succession donc de Constant Omari. Il a obtenu 60 voix sur 65 pour donc présider l'instance pour les toutes prochaines années. Véron Mosango Omba, ancien patron donc de l'administration de la Confédération africaine de football, qui avait démissionné il y a de cela quelques mois, avait évoqué donc dans son communiqué qu'il démissionne pour se concentrer sur des projets plus personnels. Et là, on voit que ce projet personnel n'est rien d'autre que
la nation qui l'appelait, et désormais il va diriger la Fédération congolaise de football pour justement le rayonnement du football congolais. Eric, et si on s'est intéressé à autre chose? Candide, 3 athlètes béninoises sont élevées au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin. 3 dames, 3 guerrières, certains diront 3 amazones qui portent fièrement et assez haut les couleurs nationales sur des scènes internationales. Elles ont été décorées mardi à l'occasion donc d'une cérémonie d'hommage dédiée aux sportifs ayant contribué au rayonnement du sport national et surtout du Bénin sur des scènes internationales. La toute première sur la liste, vous allez le voir sur cette image, c'est la guéparde de la Pondari, Noélie Arigo, la spécialiste du 800 mètres qui a décroché au mois de mars 2024 la toute première médaille mondiale pour le Bénin au championnat du monde d'athlétisme. C'était à Glasgow, en Écosse. En quelques mois plus tard, elle était à 2 doigts de décrocher une toute première médaille olympique pour le Bénin aux Jeux olympiques de Paris 2024. Mais justement, les chances n'étaient pas en sa faveur. Plusieurs titres aussi à son actif, mais une longévité surtout au haut niveau qui est marquée par des traces remarquables. Elle est ainsi récompensée pour justement sa combativité, sa résilience et surtout ses différentes performances sur les scènes internationales. Il y a aussi une autre qui a été décorée sur l'image suivante, vous allez le voir au l'autre donc au grade donc de chevalier de l'ordre national du Bénin. Il s'agit de l'emblématique, l'indétrônable reine d'Afrique, Odile Awanwanou, la spécialiste de l'heptathlon, quadruple championne d'Afrique, est aussi élevée au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin pour ses performances remarquables. Elle qui inscrit à chaque sortie presque le nom du Bénin en marbre sur des scènes internationales. Record woman national, il faut le dire, de l'heptathlon avec 6210 points. Odile Awanwanou reçoit ainsi une distinction honorifique qui salue son parcours étalé sur des années de sacrifice, d'efforts, de résilience, de rigueur et de moments de doute, d'incertitude, mais surtout de longévité aussi sur des fauteuils de performance au plus haut niveau. Elle a par ailleurs publié sur ses canaux digitaux un message, on peut dire: le président Patrice Talon a décidé de nous rendre hommage avant donc de laisser la main au président élu Romuald Adouadani. Encore une fois, merci au président de la République, son Excellence Patrice Talon, ainsi que son gouvernement, notamment Madame la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata Zime-Irima, pour cette reconnaissance. Merci également à ma famille, au Comité national olympique et sportif du Bénin, à la Fédération béninoise d'athlétisme, au stade Sauté-Villiers 76, c'est justement son club en France, à mes proches pour le soutien et la prière. Ce fut donc une occasion pour nous, en tant qu'athlètes béninois, de soumettre notre doléance au chef de l'État pour que la loi qui concerne notre statut d'athlète en tant qu'athlète de haut niveau soit votée pour nous permettre d'être reconnus par l'État béninois. Allez, Eric, la troisième sur la liste des Amazones sportives honorées, c'est la ferriste internationale béninoise Marie-Rose Laleyette, double médaille d'or aux Jeux africains, 3 fois championne d'Afrique et classée 6e au plan mondial. Et justement, nous recevons ce matin la ferriste béninoise, j'aime bien l'appeler la dame au bras en fer. Oui. Marie-Rose Laleyette. Je peux le constater. Ouais, c'est bien justement visible. Marie-Rose Laleyette, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Une distinction honorifique, vous êtes désormais élevé au rang de chevalier de l'ordre national du Bénin. Déjà, qu'est-ce que cette distinction nationale représente pour vous? Bon, franchement, je vais juste dire, c'est un mélange d'émotions, de fierté et surtout de gratitude envers Dieu d'abord et envers tous ceux qui me soutiennent. Envers le gouvernement du Bénin, le ministère et également ma communauté. C'est ça. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu un appel pour participer à une cérémonie d'élévation au grade donc, de chevalier de l'ordre national du Bénin? J'ai ressenti plusieurs émotions, mais d'abord, j'ai remercié Dieu parce que comme j'ai l'habitude de le dire, je suis un athlète élu de Dieu. Ouais. J'ai seulement 3 ans d'expérience, 3 ans de parcours et me voilà aujourd'hui élu au grade de chevalier de l'ordre au titre de mes aînés qui ont plus d'une dizaine d'années. Donc ce jour-là, ça m'a beaucoup fait plaisir, mais en même temps je me suis dit c'est une grande responsabilité de continuer à
hisser le drapeau du Bénin, de continuer à faire mes preuves, de continuer à donner l'exemple aux générations futures. C'est ça, on va y revenir dans quelques minutes. Déjà, vous l'avez rappelé, vous avez été élevé à ce grade au même moment que deux légendes, certains pourront le dire, deux athlètes de l'athlétisme en particulier, Noali Yarigo, médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme, c'était à Glasgow, et Odile Aouanou, quadruple championne d'Afrique. Pour ces quelques heures passées à leur côté, aux côtés donc de ces ténors du sport béninois, qu'est-ce que vous avez appris de leur parcours qui pourrait justement vous servir à l'avenir? Bon, je connaissais déjà Odile depuis 2024 lors de notre sortie des Jeux africains. Noélie, c'est pour la première fois que je la rencontrais, mais la discussion était fluide, c'est comme si on se connaissait depuis. Si je dois m'exprimer sur nos discussions, je vais juste dire qu'elles m'ont beaucoup conseillé. Et le mot qui ressortait à chaque fois, c'est que malgré les échecs, il faut toujours garder la tête haute. Parce qu'on ne peut jamais garder le cap jusqu'à l'infini. Il y aura toujours des défis, il y aura toujours des difficultés et tout, mais il faut toujours avoir cet amour qu'on a pour le sport. Il faut toujours miser sur la passion et toujours se relever. Et toujours se relever. En tout cas, on a l'exemple parfait, Eric, avec Odile Aouanou, qui a eu absolument, un moment... Elle a eu une période assez difficile. Oui, mais elle est revenue sur la scène africaine et a marqué l'esprit. La seule beaucoup avaient annoncé déjà la fin de sa carrière avec cette épreuve qu'elle avait mais l'athlète est restée résiliente et elle est revenue sur la scène internationale. Récemment, elle a participé à une compétition. Oui, au championnat d'Afrique, elle a terminé championne d'Afrique pour la 4e fois consécutive, il faut le dire. C'est une première pour une athlète béninoise. Allez, Marie-Rose Dallaire, on va justement nous pencher sur cette distinction honorifique à nouveau. Dites-nous, si vous allez décrire cette distinction nationale aujourd'hui, qu'allez-vous dire? Simplement une marque de reconnaissance nationale ou un signe dans le chemin à parcourir pour justement assurer ce statut? Bon, c'est un mélange de marque de reconnaissance et également de responsabilité. D'accord. Comme je le disais, ce n'est pas la fin, c'est un boost, je vais dire. C'est une clé, voilà, pour pouvoir continuer à hisser le drapeau du Bénin. Donc, le travail ne s'arrête pas là, on va continuer et voilà, et encore donner plus le meilleur de nous-mêmes. Et surtout, porter fièrement les couleurs nationales. Voilà. Allez, nos téléspectateurs ont envie de savoir qui est Marie-Rose Dallaire, comment elle a commencé avec le bras de fer sportif brièvement et justement quel est aujourd'hui son succès le plus marquant. En fait, je suis une personne qui est passionnée du sport en général. J'avais commencé par le football et tout, mais à cause des problèmes de santé, j'ai arrêté le foot. Et vous avez commencé par le foot? Ouais, j'ai commencé par le foot. Féminin. Ouais. On m'a interdit de pratiquer le sport. Pourquoi? Carrément, mais pour l'amour que j'ai pour le sport, j'ai continué jusqu'à ce que je ne rencontre le bras de fer en 2023. Oui. C'était juste un pur hasard. C'est pour ça à chaque fois je dis que c'est l'œuvre de Dieu. Le bras de fer est venu à moi en mai 2023 et j'ai participé à ma première compétition en juin 2023 où j'étais sortie championne d'Afrique, double championne d'Afrique des 2 bras. Ouais. C'est là que l'aventure a commencé. L'aventure a commencé, j'ai confirmé en 2024, ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Et même aux Jeux africains, même au mondial, même si... Si quelqu'un est connu pour être le sportif qui tape les gens pour vivre et l'autre casse les bras pour vivre. Oui, c'est bien ça. C'est pour ça que j'aime bien l'appeler l'athlète au bras, justement, en fer. Allez, si aujourd'hui, vous allez classifier justement vos succès et vos échecs, quel est votre succès le plus marquant sur la scène internationale et quelle a été justement cette compétition dans laquelle vous avez connu pas mal de difficultés? Le succès le plus marquant sont mes 2 médailles pour les Jeux africains. D'accord. En 2024? En 2024. Ces médailles m'ont beaucoup boosté. Ces médailles ont donné le déclic. Et également, je vais également parler de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, dans la catégorie senior, au bras de fer, c'est vraiment, vraiment très rude parce que tu es amené à rencontrer des athlètes de plus d'une quinzaine d'années et tout. Oui. Donc, avoir ce type
de 6e mondial, c'est une fierté pour moi. Donc voilà, en parlant d'échecs, bon, je ne vais pas parler d'échecs parce que ça arrive. Je maintiens toujours le cap, seulement que cette année, il y a eu une athlète qui a vraiment plus de force, je vais dire, plus d'atouts physiques que moi, où malheureusement... C'était au championnat d'Afrique à Accra. Ouais, malheureusement, elle m'a arraché les 2 médailles en or. Je suis sortie vice-championne d'Afrique. Mais cela ne m'a pas choqué ou ne m'a pas blessée parce que je sais le travail que j'ai effectué, je sais ce qui est là. Donc du coup, je vais travailler sur mes faiblesses et également revenir encore plus fort. En tout cas, c'est justement l'une des meilleures choses qu'il faut faire, revenu fraîchement d'une compétition africaine. Quel a été justement le niveau de compétitivité à Accra comparé à l'expédition au Nigeria en 2025? C'était rude parce que ce sont les qualificatifs pour les Jeux africains. Donc il y a eu plusieurs pays, il y a eu plusieurs athlètes. Chaque pays a ramené ses meilleurs athlètes. Donc du coup, c'était vraiment pas gagné d'avance. Mais on a tenu bon, on a essayé de tirer nos épingles du jeu. Voilà, et c'est là que nous sommes sortis avec 116 médailles. Et vous êtes aussi qualifié pour les Jeux africains. Ouais, on va y parler tout à l'heure, mais déjà, vous en tant qu'athlète et l'une des athlètes en vue de l'équipe nationale de bras de fer sportif, un mot sur cette moisson de médailles effectuée par la délégation béninoise à Accra, 16 médailles qui est largement au-dessus de la moisson effectuée en 2025 au Nigeria. Un mot sur cette performance. Les Béninois étaient-ils trop forts ou Non, personne n'est trop fort. Tu peux être le plus fort ou mais tu peux te qualifier d'être le plus fort, mais arriver sur le terrain, c'est autre réalité. Notre sortie de la Coupe d'Afrique au Nigeria nous a beaucoup appris parce qu'il y a eu également beaucoup d'athlètes qui étaient plus forts. On a travaillé, on a pris un an pour travailler et bon, on se disait on va donner le meilleur de nous-mêmes. Bon, arriver sur le terrain, ça s'est passé comme ça. Les enfants n'ont pas... ont donné le meilleur d'eux-mêmes, n'ont pas lâché. Ils ont... Malgré qu'on les a surclassés, parce que notre coach, lui, il est là pour les performances. Même si tu es dans une... Il y a plusieurs catégories. Junior, youth, senior. Tu peux être dans senior et jouer dans youth. Donc, et dans junior du moins et jouer dans youth. Donc, il a essayé de surclasser certains pour pouvoir voir leur capacité à tenir bon. Donc, les athlètes ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Sur cette scène. Et parlons maintenant des prochains défis en vue pour Maïros Laleh, l'équipe nationale de bras de fer sportif. Quelles sont justement ces compétitions? À part justement, il y a les Jeux africains, mais à part les Jeux africains, il y a d'autres compétitions en vue, le mondial. Oui, il y a la Coupe du Monde qui se prépare, qui se tiendra en Inde. D'accord. Ça sera en octobre. En octobre. Mais avant, il y aura les Jeux africains. Non. La Coupe du Monde, c'est en octobre. Les Jeux africains, c'est l'année prochaine. D'accord. Et justement, comment est-ce qu'on prépare cette compétition au niveau de la tanière des ferristes? Bon, actuellement, actuellement, nous sommes à la reprise. D'accord. On continue avec le travail. Et notre président et coach nous met dans de bonnes conditions également. Surtout, il nous prépare surtout pour les Jeux africains parce que c'est une compétition d'envergure, une compétition très décisive. Donc, on continue le travail et voilà, le jour, on verra bien ce que... Avez-vous d'objectifs particuliers en tant que 6e mondial de votre catégorie pour la suite de la saison? Peut-être rehausser votre ranking au niveau mondial Ouais, je travaille pour ça. Ouais. Si l'opportunité se présente, parce que dans la catégorie senior au mondial, ce n'est pas gagné d'avance. Mais cela ne voudra pas dire que nous allons baisser les bras et tout. Moi, je continue pas à travailler, que ce soit dans l'ombre, que ce soit avec l'équipe, que ce soit avec mon coach personnel également, je travaille. Et j'espère qu'un jour, je pourrais décrocher une médaille mondiale. N'importe quelle couleur, hein. Ouais, en tout cas, on vous le souhaite vivement et vous allez revenir par ici nous la présenter. En tant qu'athlète assez expérimenté de l'équipe nationale, est-ce que vous prodiguez des conseils assez régulièrement aux jeunes athlètes qui viennent dans la tanière? Oui, exactement.
Les athlètes qui viennent, bon, moi, d'abord, je leur souhaite la bienvenue, je leur souhaite beaucoup de courage. Surtout, ce que je leur dis, c'est que nul n'est fort et nul n'est faible. Tu peux perdre aujourd'hui et gagner demain, mais l'important, c'est de garder la tête haute. L'important, c'est d'avoir de l'amour pour ce que tu fais et de tout donner pour pouvoir y arriver. Et ce que je leur conseille également, c'est de travailler sur leur mental, parce que quand les moments d'échec vont venir, n'importe qui ne s'en sort pas facilement. Donc, on essaie également de travailler également sur ces aspects et tout. En tout cas, je me charge de ça quand même. D'accord. On va finir avec une toute dernière question avant de prendre votre mot de la fin de ce matin. Vous avez, au retour des championnats d'Afrique, vous étiez au cabinet du ministre des Sports, Benoît Datto. Ouais. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Quelles ont été les promesses faites au patron des sports béninois et justement, quels ont été justement ses conseils à votre égard? Lors de cette rencontre, j'ai juste dit au ministre que le bras de fer sportif n'est pas un sport facile, c'est très difficile et c'est à risque également parce que tu peux sortir... Il y a une athlète même au championnat d'Afrique qui s'est cassé le bras. Tu peux sortir du championnat en cassant le bras. Mais malgré ça, on continue de travailler, malgré ça, on continue de persister, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et également, je vais remercier, en passant, je vais remercier le ministre des Sports parce qu'il a été d'un soutien vraiment inconditionnel, surtout à mon égard et surtout à l'égard de ma fédération parce que il est venu en 2000 et en 2023, je vais dire. Quand la fédération était encore association nationale. Il m'a porté chance, il nous a porté chance et en retour, nous sommes en train de lui porter chance également. Donc. En tout cas, les performances ne font que pleuvoir dans tous les sports depuis quelques années. Allez, j'espère pour vous qu'il va revenir dans le prochain gouvernement. Moi, je prie pour ça. En tout cas, il va revenir. Ah oui? D'accord. Ouais, il va revenir. D'accord. Allez, un mot pour boucler cet entretien. Je vais juste remercier le gouvernement du Bénin, le ministère des Sports, le Comité national olympique et surtout ma fédération pour tout le soutien, pour l'amour, pour l'accompagnement. Je vais également remercier les journalistes qui m'accompagnent. Je vais remercier ma communauté, ma famille, mes amis. Et voilà, merci beaucoup. Allez, merci à vous également, Marie-Rose Laleye, athlète ferriste internationale béninoise, d'être venue par ici ce matin partager avec nous déjà vos impressions sur cette distinction honorifique que vous avez reçue mardi aux côtés des athlètes internationales béninoises Noali Yarigo et Odile Amouanou, désormais levé au grade donc, de chevalier de l'ordre national du Bénin. Je rappelle que vous êtes double médaillé d'or aux Jeux africains, 3 fois champion d'Afrique et 6e au plan mondial. Allez, bonne suite de carrière à vous et surtout bonne suite de cette rencontre. Merci monsieur. Merci. Allez, Iris, ça sera tout pour ce matin. Merci à vous, Candide. Merci aussi à Marie-Rose Laleye et toutes mes félicitations pour avoir été élevée au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin. Matin se poursuit. On va vous revenir dans un instant avec notre invité. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. Aujourd'hui, que l'aide au développement se raréfie et que la mauvaise gouvernance a montré les limites de l'aide au développement, il ne reste qu'une seule solution pour les pays d'Afrique, c'est l'investissement privé. 1 franc investi par le secteur privé crée plus d'emplois, plus de richesses, plus de développement
que ce franc investi par les États. Parce qu'un franc investi par l'aide au développement par l'État, sur un franc, 3/4 ou la moitié en Afrique sont gaspillés. Mais l'investissement privé génère plus de résultats. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui nécessaire et indispensable que l'investissement privé soit reconnu comme le véritable moteur du développement des pays d'Afrique. Moi, je viens du secteur privé et j'ai vu combien l'effort, parfois même peu d'efforts et un peu de sérieux, suffisent à partir de zéro pour arriver au sommet et en un temps très rapide en Afrique. C'est mon expérience personnelle qui m'a motivé à venir dans la politique et montrer qu'on peut changer nos pays très vite. Pour revenir à la perception mauvaise des risques d'investissement en Afrique, je dois vous avouer que les taux de rendement qu'exigent les investisseurs sont malheureusement excessifs parce qu'un rendement qui est en dessous de 12, 15, 20% ne paraît pas attractif pour les capitaux investis sur ce continent. Le travers de cette perception est que, aujourd'hui, dans la globalisation, l'Afrique n'est plus compétitive. Au-delà des matières premières brutes, les produits transformés en Afrique par des fonds privés investis ne rendent pas le coût final compétitif parce que les exigences de rendement sont trop élevées. Nous sommes dans un cercle un peu vicieux. Il faut investir en Afrique. Nous sommes dans la globalisation. Mais l'investissement rend les coûts finaux largement supérieurs à ce qu'on obtient sur le marché européen, sur le marché asiatique. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, aujourd'hui, on a du mal à capter les délocalisations parce que l'Asie s'émancipe énormément, la Chine se développe et les investisseurs ont besoin de se délocaliser un petit peu. On a vu quelques unités aller en Éthiopie, mais cette opportunité de délocalisation vers les continents africains, malheureusement, est freinée par les exigences de rendement élevées. À l'instant, on parlait de M. Adjavon, Sébastien Adjavon, qui était l'un de vos partenaires, qui était 3e à l'élection présidentielle, qui s'est rallié à vous, qui s'est retrouvé pris dans une affaire de cocaïne, ici au Bénin, 18 kilos de cocaïne retrouvés dans un des conteneurs d'une société qu'il dirige. Visiblement, cette affaire vous a éloigné. Lui vous accuse de complot, d'être derrière ce complot contre lui. Vous avez gardé un silence assourdissant sur la question, ne l'appelant jamais. Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur le Président? Vous êtes passé avec un allié? J'ai été assez malheureux de vivre en direct ce qui s'est passé. M. Adjavon se trouve être confronté à ce que vous venez d'évoquer. Et il n'a pas trouvé mieux. C'est ça, c'était son moyen de défense, c'était le seul moyen qu'il a trouvé qui lui paraissait convenable. De dire que c'est un complot. Qui disent que c'est un complot, ça va. Mais pour que le complot en cette matière soit le plus crédible, il fallait qu'ils disent non, c'est plus le chef de l'État, c'est le gouvernement. C'est facile, c'est un prétexte facile, mais qui a peut-être marché, je ne sais pas. Mais je n'ai rien dit, parce que j'en ai été même déjà malheureux de voir ce qui s'est passé. Et je suis resté calme. Mais c'était votre allié, Monsieur le Président, c'est ce calme-là qui... Ce n'est pas parce qu'un allié est dans une bêtise que je devrais m'exciter, ou alors, et puis, je n'ai fait quoi, M. Foucault? Appeler l'allié peut-être. Lui dire je ne suis pas derrière cette affaire. Nul n'est exempt, puisque l'allié sait très bien que je n'y suis pour rien, il le sait très bien. Je ne pense pas. Celui qui accuse... Non, écoutez, vous dites, c'est M. Tan qui est derrière. C'est M. Tan qui a fait, comme les enfants. Il fait une bêtise, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais celui qui ment, il sait très bien que ce qu'il dit est faux. Donc il n'est pas nécessaire que je lui dise, ce n'est pas d'après l'opinion qu'il était nécessaire que la vérité soit faite. Mais je n'ai pas, moi, intérêt à aggraver son cas, à l'accuser davantage, parce qu'effectivement, ce fut un allié. Je me suis tué, et d'ailleurs, c'est à son avantage, mon silence. Monsieur le Président, vous savez que ce n'est pas la seule critique qui vous est faite. Oui. Un président qui vient du monde des affaires, qui a des sociétés dans le pays,
Est-ce qu'il n'y a pas régulièrement des conflits d'intérêts? On entend ça régulièrement. Ces sociétés gagnent des marchés, il est à la tête de l'État, il récupère des marchés entiers, notamment dans le coton. Que répondez-vous à ça? Est-ce que vous vous êtes vraiment éloigné? Est-ce que la présidence ne vous permet pas de faire un peu plus d'argent? C'est réel qu'il y a un risque de conflit d'intérêts. Ce risque, il est normal. Et partout dans le monde où des opérateurs économiques en arrivent à cette fonction. J'ai fait un parcours dont je suis très fier. Au plan matériel, je suis à l'abri du besoin. Mais on n'est pas que les intérêts de la vie, les intérêts de l'homme ne sont pas fonction que du bien matériel, de l'accumulation du matériel. Je suis arrivé à un stade où j'aspire à autre chose. Un peu plus de mérite au plan national, contribuer à quelque chose qui me révèle davantage à moi-même et à ma nation. Les entreprises dont il est question n'ont encore enlevé aucun marché. Même dans le coton? Je veille à cela. Ou dans le porc? Dans le coton, mes entreprises dont il est question que j'avais à l'époque sont dans le coton depuis 30 ans. Vous ne voulez quand même pas que je demande à ceux-ci de fermer l'entreprise parce que je suis devenu président. J'aurais tellement de fierté, de bonheur à réussir ce mandat proprement, à faire des choses convenables, que je suis celui qui serait le meilleur garant des intérêts de l'État face à ces entreprises-là. Il n'y a pas meilleur gardien des intérêts de l'État face à ces entreprises qui jadis m'ont appartenu que moi. Retour sur le plateau de votre matinale du matin après quelques séquences de quelques messages du président de la République durant son mandat. Et très tôt ce matin, il a délivré aussi son tout dernier message à l'endroit de nos concitoyens. Le message a été publié sur sa page Facebook. Je vous donne lecture justement de quelques grands passages. Mes chers compatriotes, ce dimanche 24 mai 2026, notre président élu, Romied Wadaïn, prêtera serment pour entrer formellement dans ses fonctions. Dès lors, il aura la délicate et exaltante mission de conduire la marche de notre pays vers davantage de progrès et de bien-être collectif et individuel. À cet effet, je voudrais lui réitérer mes vœux de grande réussite dans l'action qui sera la sienne durant les 7 années à venir. Pour ma part, au moment de quitter la charge, je voudrais vous remercier de tout cœur et vous dire combien je suis fier de vous pour le chemin exigeant qu'ensemble nous avons osé parcourir ces 10 dernières années, pour les défis relevés, les réformes opérées, le chantier majeur engagé en vue de raffermir notre État et mettre l'action publique au service de son développement socio-économique. Assurément, le chemin n'a pas toujours été simple à parcourir. Bien souvent, il fut parsemé d'embûches, mais c'est aussi cela qui en a fait le charme et nous a galvanisés. À l'arrivée, nous pouvons observer avec le reste du monde qui ne manque de nous exprimer son admiration que nous avons fait du chemin. Nos efforts et sacrifices portent peu à peu des fruits. Cela est à notre actif, à tous, Béninoises et Béninois, des villes, des campagnes et même de la diaspora, jeunes et moins jeunes. Avoir été chef d'équipe de cette belle aventure, avoir été au service de notre pays fut un sacré honneur pour moi. Aussi, ma gratitude envers le Bénin et envers chacun de vous est-elle sans borne. Et puis le dernier passage de ce message: pour ce faire, je ne doute pas que fort de ce que nous avons accompli jusqu'ici, ému par la volonté inébranlable d'aller encore plus loin, ensemble nous saurons nous mobiliser autour de lui et avec lui dans l'intérêt supérieur du Bénin pour conquérir des ponts entiers de progrès qui génèrent bien-être, fierté et prospérité à toutes et à tous. Vive la République! Vive le Bénin. L'intégralité du message est à consulter sur la page Facebook du président de la République. Je suis avec mon invité à présent. Je vous l'avais annoncé ce matin. On s'intéresse à une question essentielle dans un contexte de nouvelles dynamiques institutionnelles. Quelle attente pour le secteur privé béninois après l'investiture du nouveau président de la République? Derrière cette interrogation se cachent plusieurs défis majeurs: la confiance des investisseurs, l'environnement des affaires, l'emploi des jeunes, la compétitivité des entreprises et la place du Bénin dans l'économie régionale. Et pour en parler, je suis avec M. Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. M. Roland Ribou, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir. Tout à l'heure, vous avez entendu cette séquence du discours du chef de l'État quand il parlait de l'investissement privé. Qu'est-ce que ça vous fait? Absolument. Il a très bien cité la chose. Il y a également un autre point. C'est vrai que l'investisseur étranger, par exemple, demande un rendement important. L'autre problème que l'on a, c'est est-ce que les produits que nous produisons sont-ils compétitifs? C'est l'autre problème, et ça, on pourra en parler justement. Allez, à quelques jours de l'investiture du nouveau président de la République, dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le secteur privé béninois? Je pense que c'est un état d'esprit tout à fait positif. Je pense que c'est quand même intéressant. Donc c'est une des grandes réussites du président Talon d'avoir su stabiliser les institutions, faire en sorte que désormais, cette idée de 7 ans, c'est une superbe idée, puisque la France du temps général de Gaulle l'avait. Après, ils ont abandonné. On voit ce que ça donne actuellement, n'est-ce pas? Et pour notre pays, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui va pouvoir pendant 7 ans travailler, accompagné par l'Assemblée nationale, et qui pourra très bien réussir ce qu'il veut réussir sur la longue durée, si vous voulez. Donc c'est toujours intéressant. Parfait. Et quelles sont les principales attentes des investisseurs privés vis-à-vis du prochain chef de l'État en matière de gouvernance économique? Écoutez, je l'avais un peu dit dans ma tribune dont on avait parlé il y a un mois. J'avais dit, jusqu'ici, quoi que dise le chef de l'État, Patrice Talon, l'accent a été mis sur l'État. L'État, la priorité, effectivement, beaucoup de choses ont été faites. Je pense que maintenant, il faudrait que la priorité soit donnée au secteur privé pour qu'il puisse s'épanouir. Pour l'instant, on a chargé la mule, si je peux dire, et les résultats sont là. Maintenant, il est temps de faire en sorte que justement l'investissement privé, comme il le dit lui-même, puisque l'aide publique au développement va se réduire, etc., qui puisse vraiment s'épanouir. Donc, à mon avis, ce doit être un septennat durant lequel le secteur privé aura toute sa place pour effectivement, comme le dit le président Talon, on puisse avoir une croissance importante avec des gens qui seront après chaque CFA qui sera investi. Et sur la liste de vos préoccupations, quelles sont les préoccupations majeures que vous avez? Bon, les préoccupations majeures, c'est justement... D'abord, est-ce que vous avez, en tant qu'investisseur privé, vous avez l'écoute des autorités béninoises? Est-ce qu'il y a un cadre d'échange régulier qui vous permet d'exposer vos problèmes? Bon, justement, ce qui est excellent, c'est que le président élu, qui sera donc le président à partir de dimanche, c'est quelqu'un qui a dirigé le ministère où il y avait effectivement un dialogue, puisque en matière de fiscalité, nous avons dialogué, ça c'est depuis des années, depuis 2005. Nous dialoguons avec la direction des impôts et de la douane, et donc c'est un bon modèle. Je ne peux pas dire que partout ailleurs c'est la même chose. Donc trop souvent, l'État, pensant bien faire, prend des décisions rapides, mais sans consultation. Alors, des fois, effectivement, on s'est coupé dans la fourmilière, les gens qui faisaient un peu n'importe quoi sont remis en ligne, mais des fois, certaines mesures auraient pu être prises dans le temps, réfléchir à d'autres dispositions, etc. Et ça n'a pas été fait. Donc c'est effectivement pour moi la grande préoccupation, c'est qu'il y ait un dialogue public-privé sur l'ensemble de l'action du gouvernement. D'accord. Et en termes d'accompagnement, de financement, d'environnement des affaires, est-ce que vous êtes satisfait ou vous avez encore d'autres préoccupations? Bon, comme je le disais, un gros travail a été fait, donc un énorme travail a été fait pendant 10 ans sur, je dirais, tout ce qui est matériel. Donc les infrastructures ont été réalisées de façon très importante. Un autre élément matériel, c'est l'informatisation, la numérisation. Donc non pas seulement les impôts, mais aussi tout un ensemble de choses qui font que nous avons des services comme ça. On va sur l'ordinateur et puis on obtient aussitôt tout un ensemble de choses qu'avant nous devions faire la queue, donner une pièce à quelqu'un pour avancer dans la file, etc. Maintenant c'est fini. Donc ça, ce sont des acquis absolument extraordinaires. Mais par contre, il y a ce que je pourrais appeler l'immatériel qui a été un peu mis de côté. Alors, ce qu'on appelle immatériel, c'est l'immatériel ou l'invisible.
Si vous voulez, par exemple, il y a un mois, on a parlé de ça, on a parlé de la malnutrition infantile, qui pour moi est fondamentale. Quand tous les enfants, depuis le premier jour, ont été bien nutris, ça ne se voit pas. Pourtant, ça aura un impact. C'est pourquoi je dis que c'est un peu immatériel. Après, il y a autre chose qui est encore plus immatériel que ça, c'est l'analphabétisme. 50% de nos concitoyens ne savent pas lire et écrire, et ça s'applique non seulement aux campagnes, mais peut-être aussi à certains artisans que nous allons appeler et qui ne peuvent pas lire un mot de l'emploi. Donc ça, c'est très important aussi. Et puis le troisième point, c'est l'instruction civique et morale. Ça non plus, ça ne se voit pas. Mais si les comportements font des changements énormes dans la vie de tous les jours et dans la vie de l'économie. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est un point fondamental. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferai. Je passerai mon temps à insister là-dessus, que c'est un élément que le gouvernement doit prendre en compte. Alors, en termes d'attractivité, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui encore pour attirer davantage les investisseurs privés dans le pays, pour encourager et attirer les investisseurs étrangers, pardon? Oui, d'accord, je comprends. Bon, écoutez, il y a déjà des choses qui ont été faites et qui sont bien visibles, hein. C'est par exemple Glodic Bay, mais ça c'est un projet en lui-même. Les gens voient le mode d'emploi, savent de quoi il s'agit, etc. Maintenant, il s'agit effectivement... Votre question est difficile, parce que qu'est-ce qui va attirer un investisseur étranger, comme le président de la République le disait, qui cherche un rendement de 10 ou 12%, n'est-ce pas? Eh bien, il va regarder différents aspects. Il va regarder la fiscalité. La fiscalité. Alors, la fiscalité... Bon, elle a été mise à niveau, donc effectivement, elle est très moderne, en ce sens que électroniquement, vous pouvez faire tout ce que vous devez faire. Mais toutes les formalités. Le problème, c'est, y a-t-il une avidité de la part de l'administration? Si une avidité, c'est mauvais, parce que ça va faire reculer l'investisseur étranger. Donc il faut que, en ce qui concerne le secteur vraiment formel, qu'il y ait une stabilisation. C'est-à-dire qu'on ne essaie pas sans arrêt de pousser les choses encore plus loin, parce que d'ores et déjà, les entreprises et aussi les particuliers sont un petit peu au taquet, on peut dire. Ça, c'est un. Par contre, un point qui pourrait vraiment intéresser les investisseurs étrangers, c'est si nous étions capables de gérer correctement cet énorme secteur informel où finalement... celui qui est dans le formel vient se casser les dents. Vous fabriquez un produit, il a toutes les normes, il y a tous les contrôles, il y a tous les impôts, et puis à côté de ça, vous avez quelqu'un au Ghana ou autre qui fait un produit bizarre avec une jolie couleur, et puis il le fait venir, au Ghana, c'est pas d'autres pays, n'est-ce pas? Et il le fait venir au Bénin par des moyens un peu détournés, il se retrouve au marché, et alors le produit béninois, 100 CFA, le produit étranger, 80 CFA. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vers le produit de mauvaise qualité étranger, et donc ça nous retire des parts de marché importantes. Donc ça, c'est un point aussi extrêmement important. C'est-à-dire d'arriver à ce qui s'applique à nous, doit s'appliquer aux autres. Par exemple, tel qui n'est d'ailleurs pas au CIPB m'expliquait qu'il y a des importations de concentré de tomates sans tomates dedans. D'autres produits, peut-être de la pomme de terre avec un colorant. Ça rentre et puis ça vient concurrencer des produits qui ont été de bonne qualité sur le marché. À mon avis, ce sont des points extrêmement importants, si vous voulez. Allez. À part ça, bien évidemment, le pays, à mon avis, devrait avoir une bonne réputation. Sinon, c'est qu'il fait mal sa pub sur la justice commerciale, puisqu'on la suit depuis des années. On sait que ça se passe bien. Donc, il y a des points déjà extrêmement positifs, si vous voulez, à part le fait que tout est effectivement bien normé, bien régulé, informatique, etc. Justice commerciale, c'est bon. Maintenant, il faut mettre en place certains éléments. Et sur l'aspect de l'énergie, il y a des entreprises... l'énergie, oui, ça c'est un gros problème, parce que finalement, en 10 ans, le chef de l'État a fait beaucoup de choses, président Talon, mais encore aujourd'hui,
Il y a un déficit. Il y a un déficit. Nous dépendons du Nigeria, qui lui-même n'est pas très fiable de temps à autre. Il y a encore des coupures, ça Absolument. Tout le monde les voit. Donc moi, vous savez, j'ai mon dada, c'est le nucléaire. J'ai encore réfléchi. Bon, ce qui me paraît évident, c'est qu'il faut très rapidement se lancer dans les mini-centrales. Se lancer, ça veut dire, c'est pas qu'on en aura demain, mais c'est commencer déjà le processus, aller vers l'Agence de l'énergie atomique, avoir nous-mêmes nos propres étudiants qui se mettront là-dedans, et puis ensuite voir quelles sont les meilleures options et commencer à partager avec des pays voisins cette énergie. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi on n'irait pas plus loin? Pourquoi on n'irait pas vers un vrai ERP, vous savez, les grosses centrales, comme l'Afrique du Sud l'a eu en 1958 avec EDF. Pourquoi on n'aurait pas ça pour la sous-région? Dans ce cas-là, on pourrait l'avoir à un endroit au centre de la sous-région. De plusieurs pays, ça peut être une collaboration régionale. On mettrait, bon, le Nigeria, à lui tout seul, il peut très bien en avoir une, même plusieurs. Et puis nous, de l'autre côté, on pourrait effectivement, entre lui et moi, le Ghana et autres, partager ça. Bon, ça prendra une quinzaine d'années, hein. Mais si on ne commence pas aujourd'hui, ça ne pourra pas marcher. Et à la fin, regardez ce qui se passe avec le Hormuz et autres. Il faut vraiment qu'on puisse acquérir une certaine autonomie, qu'on soit plus dépendant de ces fluctuations. C'est ça. Allez, j'ai encore deux autres questions pour vous, notamment sur l'emploi. On sait que le secteur privé contribue énormément dans la création de l'emploi, mais est-ce que sur le terrain, sur le marché, vous avez encore des difficultés sur la qualité de la formation et la ressource humaine? Ah, ça c'est rien de le dire. Hein. Ça n'est rien de le dire, parce que déjà, des gens qui ont un certain âge, ils sont souvent dans la catégorie analphabète, et puis les autres sont mal formés. Donc effectivement, moi, c'est un projet déjà qui a été vu par le gouvernement, mais pour l'instant, à ma connaissance, ce sont les lycées techniques agricoles qui ont été mis en place, mais il faudrait effectivement qu'il y ait un ensemble de lycées par catégorie, mécanique, électrique, électronique, etc., qui puissent être développés et que beaucoup de jeunes puissent aller apprendre la matière concernée. On vous sent très optimiste quant à la prochaine collaboration que le secteur privé aura avec le prochain gouvernement qui va s'installer. Quel est le message du Conseil des investisseurs privés justement à l'endroit du président de la République en début de son mandat? Oh, c'est très simple, il nous connaît un peu quand même. Nous sommes un cercle de réflexion. Donc, on n'est pas un syndicat qui va essayer de pousser le projet d'un membre ou ce genre de choses. Hein. Nous sommes dans le long terme et nous sommes parfaitement neutres par rapport à ce qui est le bien-être du pays, si vous voulez. Donc je pense que s'il acceptait de faire de nous l'un des interlocuteurs de son mandat, ce serait très bien, c'est ce qu'on souhaite. Merci à vous, Monsieur Roland Ribou. Vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Actualité se poursuit. Je vais retrouver Florence Bossa dans sa rubrique Actu sur le net. J'ai été, dans ma tendre jeunesse d'opérateur économique, un artisan de la production agricole ici à Tchaourou. Et vous comprenez, vous pouvez comprendre quel attachement j'ai pour cette ville. Entre mon ami, mon grand frère Boni Yahi, il y a eu quelques incompréhensions. C'est des choses qui arrivent. Parce que dans la vie, deux frères, deux amis, un mari et une femme, un père et un fils, une mère et sa fille peuvent se chamailler. Mais le plus important est que la chamade ne dure pas longtemps et que la réconciliation soit possible un jour. On ne rejette pas son frère, son fils, son ami, parce qu'on ne s'est pas compris un moment. Ce que je veux dire aux uns et aux autres, à vous, comme à ceux qui ne sont pas là, comme à ceux qui pensent que je ne devrais pas venir parce que la réconciliation n'a pas encore lieu, je voudrais leur dire que l'heure a sonné.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas que des Rwandais au Bénin dans l'expertise. Il y a des Sénégalais. Vous savez qu'à la douane, nous avons des expertises, des compétences sénégalaises. Nous avons des Européens. Nous avons des Caribéens, des Antillais. Le Bénin, dans ce domaine, n'a plus de complexe. Nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent. C'est dommage que bien souvent, quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire. Mais quand il s'agit des frères africains, on se demande, mais est-ce que cette même compétence n'existe pas sur le terrain? Moi, je suis très fier de ce que nous faisons et je me réjouis de ce retour parce que les Béninois sont partout dans le monde, comme experts. Il y a des Béninois au Rwanda, peut-être pas au titre de la coopération, mais des gens qui ont été identifiés sur le marché international du travail et qui ont été déjà bien avant nous au service de tel ou tel pays. Partout où je passe, lors de mes visites d'amitié ou de travail, j'ai toujours quelques Béninois qu'on me présente comme étant des compétences des experts dans ces pays-là. Est-ce que désormais, depuis quelque temps, j'ai une autre vision, un autre regard sur la compétence au Bénin? Vous faites allusion à mes propos d'il y a quelques années. Et je veux le répéter, je n'ai pas de gêne à cela. Je disais que mon pays était comme un désert de compétences. C'était une réalité. Je ne dirais pas que désormais le Bénin a tout ce qu'il lui faut comme compétences. Ce serait faux. D'ailleurs, aucun pays au monde n'a, lui tout seul, les compétences nécessaires au développement. Mais aujourd'hui, la chose s'est beaucoup améliorée. Je sais aussi qu'il y a quelque temps, nos compétences partent du pays, les unes après les autres. Nos experts, je viens de vous le dire tout à l'heure, sont partout dans le monde. Mais tout le monde le sait très bien qu'il y a peu de temps, les Béninois ne se gênaient point, et d'ailleurs, à bonne raison, bien souvent, d'aller vendre leurs compétences ailleurs. Et nos frères et sœurs béninois de la diaspora qui sont à l'étranger n'avaient pas beaucoup d'enthousiasme à venir travailler au Bénin. L'environnement a beaucoup changé et nous observons que ceux qui y sont, qui, si l'environnement n'avait pas changé, seraient déjà partis, sont restés. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Eric, bonjour chers amis téléspectateurs. Elie, qu'est-ce que vous nous réservez ce jeudi matin? Ce jeudi matin, on note le clash médiatique nourri des déclarations chocs entre l'artiste béninois Axel Merrill et l'influenceuse... Entre Cotonou et Abidjan, et puis on a compris. L'influenceuse Kimi Makosso. Il y a également la situation judiciaire du TikToker béninois Cruz qui connaît un nouveau tournant et le décès de l'artiste rappeur Abomey l'éléphant qui nourrissent les débats sur les réseaux sociaux. On a essayé de résumer les détails dans cet élément. D'accord. On démarre par l'affaire Axel Merrill et Kimi Makosso. C'est un clash médiatique nourri de plusieurs déclarations chocs sur la toile à propos de leur idylle passée. L'influenceuse, fille du général Makosso, affirme qu'ils ont bel et bien été en couple par le passé. Mais l'artiste béninois nie catégoriquement avoir été dans une relation amoureuse avec elle, affirmant qu'ils n'ont fait que flirter et qu'elle a voulu officialiser une relation qui n'existait pas. Le conflit a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, poussant même le général Kimi Makosso à intervenir publiquement pour calmer le jeu et donner des conseils à Axel Merrill concernant la gestion de leur image médiatique. Les détails du clash et les différentes vidéos sont accessibles sur les canaux digitaux des concernés. Et pendant que ça s'embrouille entre influenceurs, la situation judiciaire de Cruz, créateur de contenu béninois, connaît un nouveau tournant. Le TikToker arrêté mercredi 13 mai 2026 a été présenté lundi 18 mai à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme après plusieurs jours de garde à vue. Au terme de l'audience, il a été placé sous mandat de dépôt.
Les charges retenues contre lui portent sur des faits présumés d'escroquerie en ligne. À ce stade, peu de détails ont filtré sur les éléments du dossier ou les circonstances exactes ayant conduit à son interpellation par les autorités. Le dossier du TikToker sera examiné le 9 juin 2026 devant la juridiction spéciale. En attendant, il restera en détention. Loin de nos frontières, la 79e édition du Festival de Cannes se tient du 12 au 23 mai 2026. L'événement est présidé par le réalisateur Park Chan-wook et la comédienne Ei Aïdara qui officie en tant que maîtresse de cérémonie. L'événement a été marqué par la remise d'une palme d'or d'honneur à Peter Jackson et la projection du film La Vénus électrique de Pierre Salvadori, présenté hors compétition. Une comédie romantique magistrale semblant traduire une volonté d'entamer les festivités sur une note légère et accessible. Mais derrière les jolies robes et les beaux discours, le Festival de Cannes demeure aussi une scène où s'expriment les préoccupations de l'époque. Des échos des conflits internationaux se retrouvent dans un nombre important de films sur la guerre et la résistance sélectionnés cette année. La cérémonie de clôture, qui décernera les prix officiels dont la prestigieuse Palme d'Or, se déroulera le 23 mai 2026. De la joie du Festival de Cannes, passons à un carnet noir. L'artiste rappeur ivoirien Abomey l'éléphant, de son vrai nom Boris Médard, est décédé ce lundi 18 mai 2026 des suites d'un malaise cardiaque. La nouvelle a été confirmée par plusieurs sources proches de l'artiste, provoquant une vive émotion chez ses fans sur les réseaux sociaux et des acteurs du milieu culturel ivoirien. Son décès est survenu alors que l'artiste souffrait déjà de problèmes de santé qu'il évoquait publiquement depuis plusieurs années. Il s'était notamment exprimé à plusieurs reprises sur des troubles de la vision. Son état de santé avait déjà suscité l'attention et l'inquiétude du public. Malgré cela, l'artiste continuait de s'engager dans ses activités, notamment en faveur de la jeunesse et de la promotion de la culture musicale africaine. D'après les témoignages, il aurait été pris en charge dans une structure hospitalière d'Abidjan, notamment au CHUD de Trècheville, où son décès a été signalé. Cette disparition laisse un vide dans le paysage musical ivoirien, où Abomey l'éléphant s'était imposé comme une figure engagée, mêlant création artistique et sensibilisation sociale, particulièrement en direction des enfants. Voilà les sujets qui tiennent en haleine les internautes cette semaine sur la toile. Merci à vous, Florence, pour ce condensé. Effectivement, on a remarqué qu'il y avait le sujet entre Assel et Kimi qui a été suffisamment commenté sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que les deux vont trouver un terrain d'entente parce qu'entre Cotonou et Abidjan, c'est une longue histoire d'amour. Exactement. Allez. On va passer à présent aux vidéos trolls. Oga, open your boot. I dey go late to my meeting. Oga, open your boot. Rubbish. Now, on people like people, they be thief. Jesus Christ. Oga, they go. Jesus. One way. God bless you. Oui, allô? Je t'ai dit que 3 millions que je t'ai donné là, il faut donner 1 million à ton petit frère, toi-même tu prends les 2 millions. Hein? Mes deux maisons qui sont à Corée-Soa là, faut dormir dedans. Pourquoi tu fais ça, man? Et des 500 000 que je t'ai donné pour donner à ta tante là, et il faut lui remettre ça, il faut plus garder ça, il faut lui remettre ça. Et puis toi maintenant là, mes 2 voitures qui sont garées à la maison là, tu vas là-bas, tu les laves toutes. Lave-moi les voitures là, avant que je n'arrive à la maison. Oh monsieur. Hein? La batterie de votre téléphone est tombée par terre.
Comme tu n'as jamais vu le téléphone dont la batterie est tombée là. Ça fait la main attrapée. Quoi t'es bien là-bas? À tout près. Oui. Allô? Allô? Allô, oui, allô. N'est avec moi. Ben ça va, allô. Au fond d'un dîner. Ah, Afia. Encore. T'as beaucoup de gens de jouer. Azulu comment? Ah, le pont Rwandais. Non, non, on va là hier. Mas non, on va venir. Donc, pas copine tu as, mon copine tu as même. Tonton, bonsoir. Et à deux Benoué. Je appelle vidéo. Bonsoir, tonton. Même le père. Miami Dounou. Miami Dounou. Miami Dounou. Ma ou menon heno vite town. C'est les points de l'eau, je crois. À mon young man. Bota e ma chef town. Wa mi les on plat de vous. Dia dulo we ito we osibado yoji no yo mewe. Jesus. Ami ko ji han obon ayo no we do. Mama zero. Katam e je det pe jibe. Attends toi. Ça va chauffer maintenant. Jesus. 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 Yaman. Yaman. Emang gama je gbe abo. Jesus. Emang yo file yi abo. Hah? Aja aku tadi ni. Kau tolong. Jesus. Suru jando. O vie boy do la mo. Ana wo be fi agado andi ga wo pe ka. Wi be chocho. Ne bi ngadu do je suba boy to le. Eric, ce sera. Il a livré ça mon point billet. Merci Florence pour ce petit moment de fou rire. Je vous souhaite une très bonne journée. À tout matin ce procès, je vais installer le forum de discussion. Quand on entend parler les institutions africaines, nos États, nos responsables de notre stratégie de lutte contre le terrorisme et l'insécurité, ce qu'on retient essentiellement, c'est notre attente de financement de la part des institutions des autres continents et de la part des partenaires bilatéraux des autres continents. La décision des chefs d'État de l'UMOA ainsi que de ceux de la CEDEAO à Ouagadougou a mis fin à cette perception que nous sommes capables de mobiliser, de décider de mobiliser par nous-mêmes nos ressources propres. Même si elle peut être insuffisante, nous venons de donner le signal que nous sommes capables d'agir. Nous avons pris la décision de mobiliser 500 millions de dollars pour notre contribution à la lutte, pour notre survie. Je voudrais souligner votre responsabilité devant l'histoire. Cette responsabilité nous place aujourd'hui dans l'espoir que nous serons capables d'agir. Nous avons joué notre partition. Les présidents de l'UMOA ont joué pleinement leur partition. Je voudrais pour finir avoir le plaisir, le bonheur, la fierté de partir de Dakar en disant que nous avons donné un autre signal au monde entier. Merci.
Dans notre forum de discussion, on revient essentiellement sur la vie d'une institution dans notre démocratie, la Commission électorale nationale autonome, à l'œil du bilan que retenir justement du travail qui a été fait du côté de la Sénat. La Sénat a-t-elle renforcé la confiance électorale? Quel acquis, quelle insuffisance et surtout quel défi pour notre système électoral béninois? On va évoquer rapidement ces questions avec nos deux débatteurs, mais avant, très tôt ce matin, le chef de l'État a délivré à l'endroit de nos concitoyens ce que on peut prendre comme son dernier message justement de fin de mandat. Le message est à consulter sur la page Facebook des canaux digitaux, je dirais, du gouvernement, mais aussi sur la page personnelle du chef de l'État. En gros, il remercie le peuple béninois, il remercie ceux et celles qui l'ont accompagné dans sa gouvernance. Ulrich Gaba, un dernier message du chef de l'État. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est une manière de faire ses adieux au peuple béninois et à ses collaborateurs. Mais quand on dit qu'il fait ses adieux, est-ce qu'il part véritablement de la politique? Et quand nous savons qu'il y a le Sénat qui est là, qui va l'accueillir de l'autre côté, ce n'est qu'un changement de branche, justement. Donc, je pense que ce message est délivré en tant que président de la République, chef de l'État, et bientôt nous allons le revoir dans une autre posture politique. Donc je dis plutôt, c'est plutôt une manière de dire oui, merci de m'avoir accompagné. Kidi Gandigbe, journaliste à Matin Libre, merci de votre présence. Merci à vous aussi. Dans ce message, il y a cette forme d'humilité, de reconnaissance, en tout cas sur je dirais ces aspects sur lesquels le chef de l'État revient assez souvent. Il dit, pour ma part, au moment de quitter la charge, je voudrais vous remercier de tout cœur et vous dire combien je suis fier pour le chemin exigeant qu'ensemble nous avons posé, parcourir ces 10 dernières années pour les défis relevés, les réformes opérées, les chantiers majeurs engagés en vue de raffermir notre État et mettre l'action publique au service de son développement socio-économique. Je pense que c'est tout à fait logique et normal que quand on vous confie un mandat et que vous en avez fait 2, il est normal de revenir dire voilà, merci, de dire ses reconnaissances à l'endroit même de ceux-là qui vous ont confié ce mandat. Il l'a fait avec beaucoup d'humilité, tout en rappelant que voilà, c'est avec le peuple qu'il a pratiquement tout fait. Et donc, dans ce message, on peut retenir tout simplement que l'homme a accompli une mission que la nation lui a confiée et il en est pratiquement fier parce que dans les propos, on l'a remarqué et dire que oui, il est en train de tourner dos au fauteuil présidentiel. Comme l'a dit Ulrich tout à l'heure, ce n'est qu'un changement de branche, effectivement, parce que bientôt le Sénat sera installé et il sera présent là-dedans en tant qu'ancien chef d'État, ancien président de la République, et on le reverrait encore sur la scène politique, forcément, parce que cet organe qui sera installé va quand même intervenir sur pratiquement tous les fronts, quand on sait que ça a des prérogatives qui interviennent forcément dans les décisions d'ordre public. Voilà. Allez, je reste avec vous, Teddy, parce que vous avez un agenda un peu chargé, une contrainte de temps. Donc, avant de prendre congé de nous, la Sénat, selon vous, a-t-elle renforcé la confiance électorale? Je pense que le travail qui a été fait jusqu'ici, si on doit remonter un peu vers les années 2019 jusqu'à 2026, le travail qui a été fait par la Sénat est un travail assez remarquable parce qu'on n'a pas noté ça et là des incidences qui pourraient peut-être mettre à mal, disons, la cohésion sociale que nous avons toujours connue de par le passé. Et donc aujourd'hui, à l'heure du bilan, on peut quand même dire qu'ils ont fait un travail assez louable. Et le président du Sénat, avec toute son équipe, ils ont fait un travail quand même assez appréciable que moi je qualifie voilà, de propre, tout simplement, parce qu'on n'a pas noté des incidences qui pourraient quand même entacher, disons, les élections que nous avons connues ces derniers temps. Voilà. Ulrich Gaba.
Oui, j'estime que le Sénat a fait un travail colossal. Déjà, il faut reconnaître que ce n'est pas du tout aisé, facile d'organiser des élections de ce genre, parce que nous avons connu également une année électorale. Donc, avant de revenir sur l'année électorale, il faut d'abord reconnaître la manière dont la Sénat échange avec les différentes parties prenantes. Ça fait partie de la consolidation de la paix. Donc, vous voyez, la Sénat organise, mais en même temps, ça assure que chaque partie prenante des élections prenne véritablement part à tout le processus. Ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. La deuxième chose, vous avez vu, ce système de communication mis en place autour des activités de la Sénat a permis aussi de suivre le processus en temps réel. Il est arrivé des moments où le programme donné, le chronogramme donné n'a pas été respecté, où on a demandé des prolongements par moment, où ça a été décrié par endroits, mais a priori, est-ce que les résultats ont été acceptables? Oui. Quand nous avons également que c'est pour la première fois cette année que nous avons expérimenté des élections inédites, c'est-à-dire une année électorale, on peut également faire attention à certains aspects. En janvier dernier, nous avons vu des bureaux qui ont ouvert très tardivement. Certains ont décrié la chose, mais vous avez vu, ça a été rattrapé avec les élections d'avril. Donc, c'est pour faire comprendre que aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est une institution, certes, qui devrait faire les choses avec beaucoup plus de précision, mais je pense qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent faire avec les moyens qu'ils ont. C'est vrai qu'ils auraient pu avoir plus de moyens pour pouvoir donner plus de résultats. Et je dis aussi qu'il faut saluer ces hommes et femmes qui ont veillé là-bas, parce qu'au-delà du président de l'institution que nous voyons, il y a beaucoup de cadres qui travaillent à la Sénat, beaucoup de cadres qui ont veillé, qui ont passé des nuits blanches pour nous donner, d'abord, dépouiller les dossiers, sortir la liste, faire en sorte que chaque parti politique se retrouve dans le travail fait au préalable et que nous allions aux élections avec des listes acceptables et qu'en fin de compte, que les résultats aussi soient acceptés de tous. Donc je pense que ça, a priori, on peut se dire c'est juste un travail, que la institution n'a fait que son travail, mais non, il y a des hommes et femmes, des techniciens avérés, des gens bien calés dans la tête qui ont fait un travail colossal et maintenant j'en viens aux responsables qui a su coordonner tout ce qu'il faut faire. Donc je dis, est-ce qu'on peut jeter la pierre parce que quelque part, il y a eu de petites erreurs, il y a eu mal donné à des endroits donnés, il y a eu des retards sur le terrain, le matériel électoral est venu par moment en retard sur le terrain. Est-ce que dans le fond, est-ce qu'on a eu le résultat plus ou moins acceptable? Oui. Donc je pense que il y a un travail de fond qui a été fait. C'est vrai que c'est imparfait, mais il faut déjà saluer l'institution qui a fait un gros travail. Alors, surtout avec l'expérience des élections cumulées, qui n'a jamais été quelque chose de réel de par le passé. Ils ont fait quand même un travail assez, disons, réconfortant parce que cumuler les élections n'a jamais été chose faite ici au Bénin. Mais pour une première fois... C'était un grand défi. C'était un défi à relever et ils ont relevé ce défi avec beaucoup de maestria. Et moi, je pense que c'est à saluer quand même. Alors, Teddy Gandigbe, les prochaines élections, c'est dans 7 ans. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée selon laquelle il faut dissoudre la Sénat parce qu'il n'y aura pas d'activité, absence d'élection, absence d'activité, ou on maintient le mécanisme? En fait, moi, je suis pour qu'on maintienne le mécanisme parce qu'en fait, c'est vrai que c'est parti pour 7 ans et ils seront là permanemment. Et ça va paraître peut-être budgétivore, mais ce sera quand même une manière de maintenir le système en place et permettre pour qu'on ne reprenne pas les choses après à zéro en fait. Parce qu'en fait, les balayer maintenant ou dire que voilà, on va dissoudre cette institution reviendrait peut-être à créer une autre institution peut-être similaire ou siamois qui va reprendre le relais de ce qui était déjà fait par cette institution. Et ça fera que on va déployer encore des sous de la République pour pouvoir faire cela. Moi, je pense quand même que les maintenir là permettrait déjà de ne plus chercher à créer une autre forme d'institution, de ne plus chercher à trouver des gens capables de refaire exactement dans, disons, le même format, ce que cette institution fait déjà, et ça permettrait au pays de faire une réserve d'économie pour pouvoir évoluer. Voilà. Ulrich Kaba.
Quel avenir pour la Sénat? Moi, je pense déjà qu'il y a des techniciens avérés qui travaillent dans l'ombre et ceux-là connaissent le dispositif, le processus et maîtrisent déjà les éventuels obstacles qu'il y a souvent sur le terrain. Donc j'estime que quand on parle de renouvellement, vous et moi, nous convenons que souvent on ne voit que la tête. On se dit, on a trop vu Sakalafia. Est-ce qu'il n'y a que lui seul qui puisse organiser des élections très bien, de façon... non, je ne parle pas, en posant la question, je ne parle pas de la personne. C'est ça justement. Je parle de l'institution, c'est ça justement. Très souvent, c'est la personne que tout le monde voit à travers, quand on parle du changement de l'institution. Moi, je pense plutôt qu'il faut maintenir le dispositif en place. Est-ce que vous avez vu le travail qui a été fait en amont jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous ayons une liste électorale informatisée crédible? Par le passé, il y a eu des récriminations sous prétexte que des morts viennent voter. On a eu des récriminations sous prétexte que des étrangers viennent voter. Aujourd'hui, avec la participation de l'ANIP, on peut commencer maintenant par se dire, oui, il y a un gros travail, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un toilettage de la liste. On sait aujourd'hui qui vote et qui ne vote pas. Et avec le dispositif automatisé de l'ANIP, on sait déjà qu'aujourd'hui, quand la personne est décédée, systématiquement la personne est rayée de la liste électorale. Donc vous voyez, il y a tout un travail qui est fait. Donc, sursoir à tout le dispositif, ce ne serait pas bien. Mettre en place un comité technique en place qui reste, et autour de ce comité maintenant on peut avoir des hommes politiques pour pouvoir maintenant gérer le travail. Et les défis pour l'avenir du système électoral? Le premier défi, c'est de rendre encore plus crédible, parce que jusqu'à présent, c'est vrai, il y a encore certains qui ont des doutes, il y a certains qui se posent des questions. Rendre encore plus crédible, plus fiable la liste électorale informatisée, faire en sorte que de plus en plus, que le matériel soit plus facile à déployer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on sait tout le processus, on sait tout le travail qu'il y a quand il s'agit de déployer le matériel. Quand il s'agit aussi de récupérer maintenant les cantines, on voit tout le dispositif qui est mis en place, on sait qu'on peut l'alléger. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois a fait un gros travail, surtout en termes de la digitalisation, en termes de numérisation. Je pense qu'on doit mettre tout ceci à profit et faire en sorte que en quelques minutes, juste après les élections, qu'on puisse commencer déjà par avoir des résultats. Ailleurs, c'est possible, ici aussi, ça peut être possible. Et faire aussi en sorte que dans le choix des membres de la Sénat, ça c'est une récrimination que le Parti des démocrates avait véritablement fait à la Sénat passée, à la Sénat surtout en coup, qu'on ait véritablement une vraie représentation des partis de l'opposition pour que le processus soit véritablement accepté de tous, qu'on ne se dise pas, oui, on ne voit pas vraiment des opposants, des partis de l'opposition dans le processus, pourtant on sait que tel est de tel parti, tel est de tel parti, etc. Faire en sorte que ce soit collégial, unanime et que la cohésion y vive. Donc je pense que ce sont les défis qui restent à relever aujourd'hui et que le personnel qui travaille aussi, ça, il ne faut pas oublier, le personnel qui travaille aussi soit véritablement plus galvanisé. Je pense à ces hommes et femmes de la Sénat, des hommes que nous ne connaissons pas, mais qui dans l'ombre travaillent sérieusement. S'il y a possibilité de mieux les encourager, je pense que ça aussi, ça fait partie des performances à faire. En tout cas, je vous rejoins sur cet aspect. Les défis pourraient être aussi que nous ayons pour les prochains scrutins les résultats, pourquoi pas, jusqu'au soir du vote ou plus tard, le lendemain, justement, que les résultats soient connus. C'est quand même aussi dans la vie de cette institution que nous avions connu les fautes mineures, les fautes majeures. Ça vous rappelle quelque chose? Je pense quand même que c'est vers là que nous sommes en train de tendre avec le système qui est complètement informatisé. On en viendra un jour à avoir bien sûr ce privilège d'avoir les résultats déjà au lendemain ou au soir même des élections à proprement parler. Donc moi je pense quand même que tel que le travail est en train de se faire, l'administration étant une continuité, ce qui est déjà fait est un acquis et donc après ceux qui vont s'installer bientôt vont essayer de travailler dans ce sens pour que nous puissions avoir cet instrument capable de nous permettre quand même d'avoir disons les résultats au soir des élections tranquillement comme on le voit un peu partout ailleurs. Si c'est comme l'a dit Ulrich, si c'est possible ailleurs, c'est que chez nous ici aussi c'est bien possible. Voilà. Et ce qui est aussi bien salué, c'est que cette institution, en tout cas la Sénat, durant toutes ces années, a su garder sa crédibilité. C'est très rare.
Oui, absolument, à su garder sa crédibilité parce que le peuple béninois aussi y veille. Vous voyez, c'est ça aussi l'avantage de notre démocratie. C'est vrai que c'est qu'ils vous souviennent, au soir des élections d'avril, nous avons entendu beaucoup de choses qui ne sont pas très bien à répéter. Et on a entendu des choses qui sont déroulées sur le terrain et on a vu la plateforme de la société civile qui a décrié certaines choses. Et la Cour en a tenu compte. Justement, nous en avons également entendu parler au niveau des institutions internationales. C'est de faire en sorte que ces couacs ne se répètent plus. Parce que cela, il va aussi de la crédibilité de notre institution. Mais pour dire la vérité, il y a un travail qui a été fait et il faut saluer ce travail. Et si, comme on le dit, même quand vous travaillez dans une classe, quand la classe travaille très bien, on salue le maître, l'instituteur, on se dit que c'est lui qui a fait le travail, donc on peut dire chapeau à sa calafie. Merci à vous, Ulrich Gaba. Teddy Gandigbe a d'autres obligations, on va lui permettre de vaquer à ses occupations. Merci à vous, Teddy Gandigbe. C'est la fin d'Actu Matin. Retrouvez-nous demain avec le même plaisir. Juste après nous, c'est la revue de presse. Portez-vous bien et à très bientôt.